Vous connaissez par l'invitation pourquoi nous sommes réunis ce soir. Les grands dangers de croissance pour les humains des armes nucléaires et de leur utilisation de plus en plus souvent évoquée, sans doute au titre de la menace, mais reste un mais. Vous avez pu faire connaissance sur l'écrit avec mon voisin Jean-Marie Collin, qui vient de Lyon et qui déjà, c'est un atout pour nous, brinque-ballé dans un bus entre Vichy et Montluçon, il a beaucoup apprécié la nature. C'est un plus indiscutablement pour nous, à se demander s'il faut toujours se battre pour les voies ferrées, vous voyez, parce que c'est agréable. Merci infiniment. Avec plaisir, merci. Il va repartir demain, il vous dira mieux ce qu'est son ONG, etc. Je vous propose qu'on lui laisse la parole pour un temps qui peut aller au nécessaire, c'est-à-dire bien nous expliquer, et après que nous débattions. Si vous voulez bien, okay. Quand vous voudrez. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation, pour discuter d'une thématique qui pour moi n'est pas de plus en plus d'actualité, parce que ça fait 25 ans que je travaille sur cette thématique, mais qui, au regard de l'actualité, en tout cas, est de plus en plus présente à travers les médias et la pensée aussi de certains hommes politiques. Donc je m'appelle Jean-Marie Collin, je suis le directeur de ICAN France, qui est la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est une campagne donc, pour le désarmement nucléaire qui est née en 2007. Donc c'est pas la première campagne qui travaille dessus, il y en a eu d'autres et il y en a d'autres actuellement aussi aujourd'hui. La spécificité de notre campagne, c'est d'avoir décidé, parce qu'elle a été créée par des médecins principalement, de se dire, en fait d'accord, il y a des armes nucléaires qui sont dans des bunkers, qui sont dans des silos, qui sont prêtes à l'emploi. Qu'est-ce qui se passe si ces armes elles sont utilisées? Comment est-ce que les États peuvent réagir pour protéger leur population? Est-ce que les populations sont au courant? Quelles sont les conséquences de l'emploi de ces armes? Sachant que par emploi, j'y reviendrai, on a la notion d'emploi volontaire, hein, on décide de les utiliser, et il y a aussi la notion involontaire, elles sont utilisées parce qu'il y a un accident ou parce qu'il y a un acte non intentionnel d'emploi. Et donc, c'est sur cette thématique-là, nous, ce qu'on appelle les conséquences humanitaires catastrophiques des armes nucléaires, qu'on a créé, qu'on a tissé ce fil rouge de cette campagne. En France, elle est née, les idées ont commencé à être relayées à partir de 2009, principalement par le mouvement de la paix, et on s'est créé en tant qu'organisation propre à partir de 2013. Et donc, moi, j'en dirige cette branche depuis 2021-2022. Avant, j'étais le porte-parole de cette organisation. On avait un peu moins de moyens, maintenant on a un peu plus de moyens, et donc je suis passé au stade salarié, ce qui permet aussi de travailler beaucoup plus et sur ce sujet. Et donc notre campagne, à travers ce fil rouge, à travers des conférences, à travers des travaux qu'on fait en commun avec des États, avec la Croix-Rouge ou le Comité international de la Croix-Rouge, on est arrivé à une conclusion en 2016 qu'il n'y avait pas d'instrument juridique de traité qui interdise les armes nucléaires et que ça manquait dans la globalité des traités qui existent aujourd'hui pour engager ce processus de désarmement nucléaire. Et donc, je reviendrai dessus, hein, mais en 2017, on a obtenu des négociations auxquelles j'ai participé et on a obtenu ce traité. Donc, si vous avez une nouvelle à retenir ce soir, hein, les armes nucléaires sont interdites par le droit international, c'est important de le savoir, c'est important de le dire, surtout dans notre État qui en possède. Et ça nous a valu le grand privilège de recevoir le prix Nobel de la paix en 2017. Ce qui nous a aussi ouvert un certain nombre de portes, ce qui m'a ouvert, en tant que directeur d'ICAN France, beaucoup plus de portes en France. Avoir ce type de Nobelisé a permis quand même d'enclencher un certain nombre de contacts plus fréquents avec des médias, un peu plus avec des acteurs parlementaires aussi, même si voilà, c'est aussi un long travail. Comme je le disais, ça fait 25 ans que je travaille dessus, il y a aussi une expertise, il y a eu de nombreux livres, de nombreux écrits, de nombreuses études sur différentes choses qui ont été mises en place et qui permettent aujourd'hui, d'une part, d'être reconnu comme un acteur clé sur ce sujet-là en France. Donc ça, c'est important pour notre campagne. De bousculer un peu, même si
dans le paysage global, ça ne se voit pas tellement, mais dans la réalité, de bousculer la réalité de la pensée sur les armes nucléaires. On pourrait y revenir, mais on a fait un certain nombre d'avancées concernant notamment la question des déchets nucléaires militaires, des victimes des armes nucléaires à cause des différentes explosions que la France a réalisées entre l'Algérie et le Sahara. Et tout ça, ça a bien pour but de faire prendre conscience, enfin c'est mon job en France, hein, de faire prendre conscience qu'on a un sujet qui s'appelle armes nucléaires, qui pose un problème de sécurité, qui pose un problème en cas d'emploi, hein, et donc qu'on doit en débattre de façon pleinement publique, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Et à partir de ce débat public, on espère pouvoir créer une conscience globale que ce système d'armes ne protège pas, au contraire crée de l'insécurité, crée une fausse démocratie autour de ce sujet, hein, des dépenses publiques excessives bien évidemment, et qu'il est donc nécessaire de changer de système de défense et surtout de respecter le droit international, puisque à la fois ces armes sont interdites, mais aussi la France est de toute façon engagée normalement, je dis bien normalement, puisque ce n'est pas du tout le cas, dans un processus de désarmement nucléaire général et complet. Donc voilà la campagne, voilà ce que je fais comme action de plaidoyer. Et je vous propose, voilà, dans les 30 minutes un peu imparties qui sont devant nous, de vous proposer 3 points, et puis pas un point de solution, mais plutôt un point de conclusion, plutôt on va dire, pour à la fois présenter un peu un état des lieux, présenter la réalité du danger des armes nucléaires, présenter aussi une autre menace existentielle. Et c'est aussi une spécificité de notre campagne, c'est que évidemment on est concentré sur les armes nucléaires, hein, c'est le titre même de notre campagne, hein, la campagne internationale pour interdire les armes nucléaires, mais on ne travaille pas en silo, c'est-à-dire qu'on a bien compris que si on veut faire avancer notre problématique, on ne doit pas ignorer les autres problématiques à travers le monde. C'est-à-dire que tout est lié de toute façon. Et la question du dérèglement climatique est aussi liée avec la question des armes nucléaires. Et donc on doit aussi la prendre en compte pour faire avancer notre problématique et donc faire avancer cette autre menace existentielle. On sort, en fait, là on est déjà quasiment en mars, mais on est finalement que à 2 mois de 2025, hein, le temps va très très vite. Et on sort des 80 ans hein, de commémoration d'Hiroshima et Nagasaki, la première fois où l'être humain a employé des armes nucléaires sur des villes qui ont donc causé en quelques instants à peu près 220 000 morts. Et c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que ces armes ont été employées en 1945, non pas comme un système de dissuasion, la dissuasion nucléaire en tant que telle n'existait pas en 1945, je la nette à partir du milieu des années 50-60, mais comme un gros explosif. C'est-à-dire que ça donne tout d'un coup la capacité à un seul bombardier, à une seule bombe, de rayer une ville complète, alors qu'avant il fallait 3-4 jours avec des centaines de bombardiers, des milliers de tonnes de bombes pour faire le même job. Et quand je dis le même job, c'est vraiment ça. Et je le dis de façon un peu crue, hein. Tokyo, quelques mois auparavant, a été quasiment rasé, 110 000 morts, donc beaucoup plus que sur Hiroshima, où il y a eu 70 000 morts, mais il a fallu 3 jours avec des milliers de tonnes de bombes incendiaires pour pouvoir détruire Tokyo. Et donc c'est l'avantage, si on peut en trouver entre guillemets, de ce type d'arme de destruction massive, c'est de détruire une ville en un instant. Hein. 70 000 morts sur Hiroshima immédiatement. Et c'est cette spécificité-là qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'on parle d'une arme de destruction massive. Parce qu'à la fois, il y a la destruction massive en tant que telle du lieu, il y a la destruction massive qui se fait sur l'environnement, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les êtres humains, et l'impact sur le long terme aussi sur les êtres humains. On a toujours des personnes aujourd'hui qui sont soignées dans les hôpitaux de la Croix-Rouge du côté d'Hiroshima et de Nagasaki, des conséquences du 6 août et du 9 août 1945. Et elles sont soignées physiquement parlant, mais aussi psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a remarqué que ces personnes-là, sur chaque année, la période du mois d'août, période où on commémore ces drames, ces personnes sont affectées psychologiquement. Hein. Et donc c'est important, ça va aussi dans ce cadre-là de la destruction de ces armes. Donc on sort de ces 80 ans, et ces 80 ans avaient un petit peu commencé positivement, et donc là je remonte encore un peu le temps, hein, puisqu'en 2024, l'organisation japonaise qui s'appelle Nihon Nidankyo, qui est l'organisation des survivants de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki, ont reçu le prix Nobel de la paix, et donc ont lancé un appel à nouveau, hein, un peu plus fort, puisqu'ils ont été nobélisés,
sur leurs travaux et sur la nécessité de ne pas banaliser l'arme nucléaire. Malheureusement, l'appel a été lancé, mais pas entendu en tout cas par certains acteurs politiques et notamment notre président. Et c'est là vraiment un des dangers aujourd'hui, c'est cette banalisation de l'idée des armes nucléaires, banalisation dans le discours. Hein. On en parle comme si c'était quelque chose de classique, de normal, on pourrait s'en remettre sans problème alors que tout démontre qu'on changerait de société humaine. Donc ça, c'est ce vrai drame qu'on ressort finalement de ces 80 ans de commémoration. Et c'est des phrases qui ont été prononcées au milieu des années 50 par Günther Anders au fin des années 40, mais il est clair, et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est pour ça que c'est toujours important de repartir sur le début de cette histoire atomique, qui n'a débuté il n'y a que 80 ans, c'est que si jamais aujourd'hui on utilise des armes nucléaires, eh bien l'être humain est capable de couper le fil de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour écrire la suite, mais il n'y a aussi plus personne pour expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on change vraiment de société humaine. Et ça, on a du mal à le faire entendre. Moi, il m'est arrivé principalement en 2022, lorsque Vladimir Poutine a vraiment menacé avec son arsenal nucléaire de l'évoquer sur des plateaux médiatiques, et à chaque fois on me disait n'effrayez pas les gens. Oui, mais c'est ça la réalité des armes nucléaires. Voilà, si ce n'était pas cette réalité, je ne vous la dirais pas, mais c'est bien ça cette réalité. Il n'y aurait pas une arme nucléaire qui va être utilisée si quelqu'un décide de l'utiliser, mais il y en aurait forcément plusieurs. Ça signifierait un ensemble de conséquences que je vais décrire par la suite. Donc c'est important d'avoir cette base en tête. Et donc, en premier point, j'ai essayé de faire un peu un état des lieux. Et comme j'étais un peu négatif, j'ai essayé de montrer un peu des choses positives, parce que c'est aussi important d'entendre cette action positive, c'est que l'écrasante majorité des États sur la planète n'en veulent pas. Et ça, c'est important de l'entendre et de le savoir. L'écrasante majorité des États de la planète ne veulent pas d'armes nucléaires, et certains y ont même renoncé. Ils n'en veulent pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas un bon système de sécurité, ils n'en veulent pas parce qu'ils estiment que ça ne correspond pas finalement à la philosophie globale de la Charte des Nations Unies. Ils n'en veulent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas les ressources financières ou scientifiques, tout le monde peut arriver à les trouver. La Corée du Nord n'a pas beaucoup de ressources financières, les Pakistanais n'avaient pas beaucoup de ressources scientifiques, ils ont décidé d'aller voler les plans à différents endroits. Donc on peut accéder à la bombe, ça peut prendre du temps, mais on peut y accéder à la bombe. Non, c'est vraiment parce qu'ils estiment que ça n'assure pas leur sécurité nationale, au contraire, ça les met en danger. Et donc pour ça, pour prouver qu'ils n'en veulent pas, ils ont à la fois signé différents traités. Aujourd'hui, on a quasiment, je n'ai pas de planisphère, mais je suis sûr que vous voyez l'image de notre planète, quasiment tout l'hémisphère sud, excepté des Chinois, des Indiens et des Pakistanais, qui ont signé des traités et qui sont dans des traités qui s'appellent des zones exemptes d'armes nucléaires, qui reconnaissent qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires, qu'il n'y aura jamais d'essais nucléaires sur leur territoire, qu'ils interdisent le passage d'armes nucléaires de tout État, par exemple. Et ça, c'est super positif parce que ça assure la sécurité internationale. Ça évite ce qu'on appelle la prolifération nucléaire. Et on a des États qui sont dans ces zones, certains ont eu des programmes très avancés, le Brésil, l'Argentine, par exemple, et qui ont renoncé à ces armes nucléaires, aussi parce que la démocratie est arrivée, donc ça a aidé. Et on a un État membre qui a eu des armes nucléaires, comme l'Afrique du Sud, et qui a décidé de renoncer à cet arsenal nucléaire, qui a démantelé, qui a abandonné totalement son arsenal nucléaire au début des années 90. Donc ça montre aussi que c'est faisable, mais ça montre encore une fois que voilà, on a cette majorité d'États, et qui d'ailleurs se battent et travaillent à travers les Nations Unies pour faire une pression sur ceux qui possèdent l'arme. Et il n'y a que 9 États qui possèdent l'arme. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Il n'y a que 9 États, alors aujourd'hui c'est tous des hommes, il y a quelques mois c'était une femme du côté des Britanniques, il y a quelques années du côté d'Israël par exemple. Donc voilà, on a cette balance, on voit bien qui penche, dans quel sens elle penche. 9 États qui possèdent à peu près 12 500 armes nucléaires, l'écrasante majorité étant répartie entre les États-Unis et la Russie. En 2024, selon nos estimations, chaque année on fait un rapport maintenant, ils ont dépensé ensemble un peu plus de 100 milliards de dollars, ça fait 92-93 milliards d'euros. Donc là aussi, on
quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, enfin on voit bien, des ressources financières, elles existent. L'argent n'est pas un problème. C'est juste des choix politiques où on décide de mettre cet argent à chaque fois. Donc ils ont dépensé à peu près cette somme-là. Et donc ces 9 États font peser sur le reste du monde eh bien, une menace existentielle. Alors comme j'aime bien être pleinement honnête, à ces 9 États, on en rajoute une petite quarantaine pour arriver à, on va dire, à 190 à peu près, ce qui est le nombre des États reconnus par les Nations Unies. Cette petite quarantaine n'a pas d'armes nucléaires, mais partage cette politique de dissuasion. C'est-à-dire qu'accepte d'être protégé par des armes nucléaires, voire même, pour certains d'entre eux, et ils ne sont pas 50, donc je peux les nommer, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie et les Allemands, possèdent des armes nucléaires, c'est-à-dire des armes nucléaires américaines stationnées sur leur territoire qui seraient utilisées, hormis la Turquie, par des pilotes allemands, belges, italiens, mais sous contrôle américain. Donc cette petite quarantaine accepte cette protection et cette vision de la défense nucléaire. Mais ça fait quand même 150 contre une petite cinquantaine, ça c'est important. Si je fais un point chez nous, la France est la 4e puissance nucléaire, États-Unis et Russie quasiment la même chose, après les Chinois à peu près 600, qui posent un vrai problème. Ils ont augmenté leur arsenal nucléaire depuis une petite dizaine d'années, ils l'ont doublé. En moins de 10 ans, ils sont passés de 300 à 600. Il est estimé qu'ils arriveront à 1000 vers 2030. Donc ça c'est un vrai problème, c'est une certitude. J'ouvre une parenthèse, que j'aurais dû le dire avant. On remarque que sur les 9 États qui possèdent des armes nucléaires, on en a 7 aujourd'hui qui clairement sont soit dans des États autoritaires, soit des États dictatoriaux, ou en voie d'être autoritaires, ou en tout cas qui ont tous les critères. Je pense que les États-Unis, oui, c'est encore une démocratie, mais on a quand même des signes qui montrent qu'on peut s'interroger sur ce que c'est cette démocratie et sur une voie autoritaire qui se met en place. Donc ça aussi, ça montre, ça doit nous poser question. Et rien ne nous dit qu'on ne peut pas basculer aussi sur ce type de pensée dans les années qui viennent. Et chez les Britanniques, c'est la même chose aussi. Donc aujourd'hui, on va dire, les seules deux vraies démocraties nucléaires. Je vais faire ma parenthèse. Donc chez nous, 300 armes nucléaires, c'est la phrase. On ne sait pas combien il y en a. On dit moins de 300, on peut dire 300 armes nucléaires. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2026, comme le budget a été voté il y a un mois à peu près, 3 semaines, je sais que le coût minimum pour cette année, c'est 7,5 milliards d'euros, que pour la dissuasion nucléaire. C'est à peu près 14 500 euros par minute. Là, on se rend compte ce que ça représente, 14 500 euros par minute. Et l'année prochaine, on approchera les 8 milliards et on devrait stagner autour des 8 milliards pour une période probablement 15 ans au moins. Et c'est là où on a un problème de démocratie. Par exemple, les parlementaires sont censés savoir et gérer les comptes publics et personne ne leur dit pour combien de temps on va avoir ces programmes et ces dépenses nucléaires militaires. Donc ça, c'est un vrai problème. On a des armes nucléaires sur des avions, les fameux Rafales, c'est ce qu'on appelle les forces aériennes stratégiques. En gros, c'est une petite cinquantaine d'avions avec ceux qui sont sur le porte-avions nucléaire. Et principalement, on a des armes nucléaires dans des sous-marins, c'est ce qu'on appelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc ils lancent un engin, ils lancent un missile balistique. Et dans chaque missile, il y a 6 armes nucléaires, 6 ogives nucléaires. Et il suffit d'un seul sous-marin pour rayer de la carte très largement la Russie, parce que c'est là où sont destinées nos armes nucléaires, et les Chinois. C'est là aussi où sont destinées nos armes nucléaires. Elles ne sont pas destinées sur le Costa Rica ou l'Afrique du Sud, mais bien sur ces deux pays de façon très claire. Et donc la France met en œuvre, depuis le général de Gaulle, puisque c'est un des pères, ça a commencé sous la 4e République, de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire, met en œuvre cette dissuasion nucléaire. Alors, de manière assez facile, 10, 40, je vais accélérer un peu parce que... la dissuasion, c'est toujours présenté comme quelque chose un truc plutôt sympa, c'est-à-dire que j'ai des gros muscles, je me défends, si tu te rapproches de moi, je te montre que j'ai des gros muscles et normalement, tu recules, ou j'ai des pistolets, c'est un peu comme au western et on comprend que tu recules. La réalité est beaucoup plus complexe et quand on comprend la réalité, on comprend qu'on est dans un système qui n'a pas beaucoup de sens.
La réalité de la dissuasion, c'est que l'adversaire doit la comprendre comme crédible. C'est-à-dire qu'il doit comprendre que je suis prêt en permanence à appuyer sur mon bouton et à lancer mes armes nucléaires. D'ailleurs, en ce moment où je vous parle, on a quelque part dans l'Atlantique Nord un sous-marin, voire peut-être plus, qui a 16 missiles à son bord et qui a un total d'une centaine d'armes nucléaires qui sont prêtes à être lancées. Dans les 20 minutes après le donneur d'ordre par le président, ce qui est le seul à pouvoir faire, eh bien, 20 minutes plus tard, on vitrifie Moscou, Saint-Pétersbourg et compagnie. C'est cette réalité en permanence. Et donc, pour que l'adversaire comprenne que c'est crédible, à la fois, je dois lui montrer une crédibilité budgétaire, je mets des sous, je vous l'ai expliqué, 7,5 milliards, je fais des discours, notre président en fait un important lundi pour mettre en avant la dissuasion nucléaire, et il en a déjà fait, donc il affirme croire en cette capacité et en cette force. Et puis, je fais des exercices. Chaque année, il y a 4 grands exercices aériens qui sont réalisés par les avions, les forces aériennes stratégiques. Et puis, tous les 2 ans, 3 ans, il n'y a pas un vrai rythme, mais c'est dans cette fourchette-là. La France tire un missile balistique à partir d'un sous-marin. Alors, je crois qu'il y en a un qui doit être fait dans les prochaines semaines, ce qui permet de montrer à l'adversaire que voilà, on a des armes. Mais cette crédibilité globale, elle est aussi basée, encore une fois, sur le fait que le président a, dans sa tête actuellement, quand il prend son poste de président, il accepte d'appuyer sur le bouton nucléaire. Et il accepte et il sait où ces armes nucléaires vont être employées. Elles ne vont pas être employées en plein milieu du désert, ni en plein milieu de l'Atlantique. Les armes nucléaires sont faites pour détruire des villes. Elles sont faites pour tuer des populations civiles. Or, le droit international humanitaire nous dit bien que c'est interdit de cibler volontairement des populations civiles. Malheureusement, en temps de guerre, il peut y avoir des erreurs, si on reste sur cette notion-là, mais on n'a pas le droit de viser volontairement des populations civiles. Or, les armes nucléaires, elles sont faites uniquement pour ça. Ça veut dire que dès à présent, on a un président et toute une chaîne de commandement qui accepte de renoncer au droit international humanitaire. Ces mêmes règles que l'on essaye d'instaurer, de faire respecter, et à raison, à travers le monde. Donc ça, c'est ça la réalité de la dissuasion nucléaire, c'est donc la menace permanente d'employer des armes de destruction massive sur des populations civiles, avec la conscience qu'on va enfreindre ce droit international humanitaire et créer des conséquences humanitaires catastrophiques qui vont changer, bien évidemment, la société humaine. Et tout ça, c'est englobé dans l'idée aussi que tous les acteurs qui possèdent des armes nucléaires sont rationnels. C'est-à-dire que notre président est rationnel, on l'espère, on peut le supposer, mais que le président Poutine ou le président Trump sont aussi des personnes rationnelles. Et ils le sont probablement, mais chacun avec leur propre rationalité. Sachant que, encore une fois, cette rationalité est différente et chacun peut s'estimer. Et chacun va penser que, en cas de crise, eh bien l'autre va reculer, mais on n'en est pas sûr. Et c'est là où on rentre la notion de pari. C'est-à-dire qu'on fait un pari sur le fait que l'autre est rationnel et va à un moment donné reculer et donc personne n'emploiera des armes nucléaires. Donc notre sécurité repose sur un pari et donc finalement la chance. Et c'est une des vraies questions que l'on pose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reposer notre sécurité sur la chance? Sachant qu'en cas d'emploi d'armes nucléaires, je l'ai un peu évoqué déjà, eh bien concrètement ça signifie la destruction de villes bien évidemment, parce qu'elles sont destinées à être utilisées sur des villes. Mais ce n'est pas seulement la catastrophe de la destruction de la ville, comme on peut avoir en tête sur Hiroshima et Nagasaki par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos villes, et je suis sûr même sur Montluçon d'une certaine manière, vous avez des zones qui sont ou classées Céveso, ou des centrales nucléaires qui ne sont pas très loin. Bref, on va avoir un enchaînement, une cascade de catastrophes à la suite de l'emploi, si on imagine, que d'une seule arme nucléaire, et encore une fois, ça ne se fera pas une seule arme nucléaire. Et donc, l'explosion, c'est à la fois un grand flash lumineux, donc si vous l'observez, vous devenez aveugle dans la seconde, puis une boule de feu qui va être plus ou moins importante en diamètre selon la puissance de l'arme, et qui va évidemment carboniser, brûler, décomposer tout ce qui est matière vivante, donc nous, les êtres humains en premier, la faune et la flore bien évidemment. Un souffle extrêmement puissant qui va détruire véritablement les infrastructures qui sont présentes, et par la suite des pluies radioactives qui vont contaminer et finir finalement
d'aider à tuer les populations potentiellement survivantes. Puisqu'on s'apercevra sur Hiroshima et Nagasaki que les personnes qui ont survécu, beaucoup sont décédées à la suite dans les heures et les jours qui ont suivi, voire les années, hein, bien évidemment, et qui a une conséquence directe de ces pluies radioactives. Et c'est cette conséquence-là, encore une fois, l'explosion peut être volontaire ou involontaire, hein, on a eu des cas d'accident. Voilà cette réalité aujourd'hui de ces armes nucléaires. Et on a différents cas où on s'aperçoit qu'on a eu de la chance en fait, de ne pas rentrer dans ce processus-là. Les cas de chance les plus réels, c'est le 26 septembre 1983. Alors, quand je dis les plus réels, c'est les plus documentés. Parce qu'on peut imaginer qu'on en a qui sont très documentés, mais on n'a aussi pas beaucoup d'informations sur les cas où ce qu'on peut supposer, les cas où il y a eu des problèmes. Par exemple, on ignore totalement s'il y a eu des problèmes en Chine. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en URSS, Russie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu en Chine. En France, on a 1 ou 2 cas qui sont peu documentés, mais où on voit qu'il y a eu des problèmes. Donc voilà, il y a eu forcément des cas dans tous les pays. Le cas le plus documenté, c'est celui du 26 septembre 1983. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la journée du 26 septembre est aussi, selon les Nations Unies, la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Septembre 83, c'est une des années pires de la guerre froide. Hein, les deux États, ou les deux camps occidentaux et Russie, URSS, pardon, se lancent un certain nombre d'insultes et d'invectives. 1er septembre, c'est la flotte aérienne, la chasse soviétique va aller abattre un avion sud-coréen qui rentre un peu sur son territoire. Donc il y a 260 civils qui sont tués par cette chasse soviétique, ce qui va mettre en colère le président Reagan de l'époque, ce qui va lui faire sortir une de ses grandes phrases: « Je préférais que mes petites filles soient mortes plutôt que d'être communistes ». C'est vous dire si il n'aime pas les communistes ou il n'aime pas ses petites filles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une certaine haine en tout cas contre ce régime-là. Le secrétaire général de l'URSS proférera aussi un certain nombre de mots pas très sympathiques. On a des exercices de l'OTAN qui sont réalisés en même temps. Et donc, dans cette nuit du 26 septembre, on a ce colonel Petrov qui est là dans son bunker, qui surveille ses écrans radars, des satellites lui donnent des informations sur les sites de missiles américains. Et il va voir déclencher au milieu de cette nuit-là 5 missiles américains qui sont en partance pour le territoire soviétique. Et il ne va pas croire ces informations données par ces écrans radars. Normalement, la logique voudrait qu'un soldat prenne son téléphone rouge, c'est son job, et indique que voilà, le territoire est attaqué, il faut enclencher la réponse nucléaire immédiatement, sinon une fois qu'on est frappé, on ne peut plus le faire. Il ne le fera pas, et il ne le fera pas juste parce qu'il ne va pas croire son système. Donc, c'est de la chance. Et on ne peut pas se reposer sur la conscience d'une personne à un moment donné qui soit bien là, comme il dira, j'étais au bon endroit au bon moment. Et il a eu raison, puisque ces radars, ces satellites ont pris des réfléchissements du soleil sur des nuages pour des tirs de missiles balistiques américains. Donc ça, c'est une réalité. Autre réalité, par exemple, on est le 13 janvier 2018, c'est la période où Trump et le leader nord-coréen s'amusent à savoir qui a le plus gros bouton. Il y a des vraies tensions qui sont réelles dans cette période-là. Et la population d'Hawaï, à 8h, à peu près 8h du matin, peut-être légèrement plus tôt, reçoit un message d'information qui va être propulsé de partout, hein, à la radio, la télé, sur votre téléphone, sur les messages d'information sur l'autoroute, en disant un missile est en train d'arriver sur Hawaï, protégez-vous. Et pendant 30 minutes, ça va être une panique totale, c'est-à-dire que les gens vont aussi comprendre que je me protège où où vais-je? Alors certains vont mettre leurs enfants dans les égouts pour les protéger. Il va y avoir des drames sur la route parce que des gens vont conduire n'importe comment. Et pendant 30 minutes, c'est une panique parce qu'il y a ce missile nucléaire nord-coréen qui est censé arriver. Il s'avérera évidemment au bout de 30 minutes que c'est une erreur du système informatique. Les personnes en charge du système d'information globale auront véritablement appuyé sur le mauvais bouton d'information. Mais c'est une prise de conscience que finalement, c'est trop tard quand il y a cette alerte qui est donnée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Et d'ailleurs, il y a un très bon, c'est pas un petit film d'information qui dure 2 minutes, qui a été mis en place par
le Comité international Croix-Rouge qui s'appelle « Et toi, veux-tu vivre ou mourir une fois que l'arme nucléaire a été enclenchée ?» Et ça pose cette vraie question, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça, c'est une réalité sur le fait qu'on est soumis en permanence, finalement, à une menace potentielle d'utilisation des armes nucléaires. Et il y a d'autres exemples hein, qui nous menacent. Et cette réalité-là, elle n'est pas souvent expliquée. Hein, puisque si on a des armes nucléaires, ça veut dire aussi que la Russie et la Chine potentiellement nous visent plus que ceux qui n'en ont pas. Et c'est vraiment important d'avoir en tête. Et évidemment, cette menace existentielle, car encore une fois, elle remettra en cause la société humaine telle qu'on la connaît, on ne doit pas l'isoler du reste. C'est-à-dire qu'on a une autre menace existentielle aujourd'hui qui est réelle, c'est le dérèglement climatique. Très clairement, on en a un exemple à l'instant T. Hein, en venant de la gare, il faisait super beau, on ne se croirait pas du tout au mois de février. On n'a jamais eu des températures à travers la France et globalement à travers le monde aussi importantes. Et on sait que ce dérèglement climatique qui va s'accélérer hein, aujourd'hui, hein, c'est un peu comme une gangrène, hein, c'est-à-dire qu'elle avance de plus en plus, même si on essaye de faire des efforts, dans tous les cas, ça va être une réalité. Peut-être que ces efforts paieront dans une centaine d'années, on ne sait pas. Hein. Cette réalité-là va être un facteur, un multiplicateur de crise. On sait que de plus en plus d'États vont être en crise, et donc des États vont être amenés malheureusement à se faire la guerre pour prendre un certain nombre de ressources, ou à cause de mouvements très massifs de population. On sait que les populations qui vivent majoritairement sur le long de la côte, sur des différents océans, vont être obligées de partir ou d'aller ailleurs, et donc ça va provoquer différents types de crises. Et on sait que par exemple entre l'Inde et le Pakistan, qui sont déjà deux États qui s'entendent peu, il va y avoir des problématiques notamment au niveau de la maîtrise de l'eau, et donc finalement d'être ceux qui maîtrisent cette eau, hein, et ce sont évidemment deux puissances nucléaires, et cette multiplication de crises à cause du facteur climatique peut enclencher l'emploi des armes nucléaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des crises de guerre et donc employer des armes nucléaires. On a une organisation internationale qui s'appelle les Médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire, qui en 1984 ont été notamment à l'origine du concept, donc c'est des scientifiques, hein, du concept de l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, dans les années 80, la conception et la compréhension, c'était si les États-Unis et l'Union soviétique emploient toutes leurs armes nucléaires, donc dans les années 80, c'est grosso modo chacun a à peu près 30 000 armes nucléaires. Hein, donc vous voyez, c'est un nombre 6 fois plus important qu'aujourd'hui. Ça signifiera que les explosions qui vont être produites à travers la planète vont propulser dans l'atmosphère des tonnes et des tonnes, des gigatonnes de suie, et vont finalement obstruer l'atmosphère et vont empêcher les rayons du soleil de percer cette suie, et ça va faire diminuer la température sur la planète. Et cette diminution de la température sur la planète ne sera pas pour quelques jours, mais plutôt pour quelques mois, voire quelques années, et donc forcément va influer sur la production agricole et la production animale. Et donc avec l'impossibilité de produire des éléments, de nourrir des animaux pour que nous-mêmes on puisse les manger, hein, pour ceux qui sont carnivores. Et donc forcément, ça va provoquer des famines mondiales. Aujourd'hui, avec les nouveaux calculs, avec les nouveaux moyens que l'on a, cette même organisation a fait ce type d'évaluation et s'est rendu compte qu'il ne faut pas non pas des milliers d'armes nucléaires pour provoquer cette crise mondiale, mais seulement quelques centaines. C'est notamment l'exemple avec l'Inde et le Pakistan, ils possèdent à eux deux à peu près 300 armes nucléaires, hein, entre 3 et 400, et ça provoquerait une famine mondiale en plus des morts qu'il y aurait à la suite de cette guerre nucléaire, de près de 3 milliards d'êtres humains. Autant vous dire que 3 milliards d'êtres humains qui souffrent de famine mondiale, bien évidemment, même si ça se passe en Inde et au Pakistan, on est directement affecté, hein, et on ne peut pas du tout aller aider ces populations, sachant que vous comprenez bien qu'on n'est pas capable d'aller aider quelques centaines de personnes ou milliers de personnes qui traversent la Méditerranée chaque année. Donc, ça veut dire qu'on en subirait automatiquement les effets économiques, alimentaires, climatiques. Et donc c'est cette réalité-là aussi qu'il faut avoir, c'est que le mot MAEX du dérèglement climatique doit aussi être pris en compte dans ce mot MAEX de potentialité de menace nucléaire. Et donc si l'on combat l'un, ça doit aider aussi à prendre conscience de l'autre. Et ça, cette réalité qui est véritablement importante. Et bien évidemment, dans cette atmosphère
qui est peu positive, il y a quand même quelques brins de lumière, et c'est là-dessus que je vais un peu terminer avant qu'on puisse débattre. C'est, comme je vous l'ai indiqué, les armes nucléaires sont interdites, un traité existe, et vous savez, le droit, c'est vraiment un système qui à la fois est important, mais qui met du temps. Et au départ, on combat toujours le droit. Lorsque des hommes ont décidé d'abolir l'esclavagisme, ce nouveau droit, de dire que tous les hommes sont égaux, ça a été combattu massivement. Et petit à petit, ça a été accepté et promouvé à travers le monde pour dire qu'il n'était pas normal que finalement des hommes ou des femmes soient réduits en esclavage. Et ça a été réclamé. D'une manière générale, le droit, on le combat au départ, en tout cas la majorité le combat au départ, et puis il est accepté et demandé, on demande de plus en plus, parce qu'on comprend que le droit, c'est un système de sécurité. C'est ce qui assure notre sécurité individuelle et notre sécurité collective à nous tous. Et donc, pour pouvoir engager un désarmement nucléaire, il était important d'avoir un instrument de droit qui disait que ces armes sont interdites. C'était le seul système d'armes à travers le monde, à travers les types d'armes de destruction massive, dans les armes biologiques et chimiques par exemple, qui n'étaient pas interdites. En instaurant un traité qui interdit les armes nucléaires, qui est aujourd'hui signé et ratifié par 99 États, donc c'est important aussi, c'est plus de la moitié des États membres des Nations Unies, on instaure un changement de conscience. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ce n'est pas normal et on ne banalise pas ce type d'armes nucléaires. Et en instaurant un changement de conscience, on permet de créer de la pression à travers les États. Aujourd'hui, on crée une pression sur l'État français à travers différents moyens. On a par exemple mis en place un système qui permet aux villes de soutenir ce traité. On a 103 villes, donc maires et mairesses, qui reconnaissent ce traité. On pourrait revenir dans la conversation. Et donc ça crée une pression. La ville de Paris, la ville de Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Poitiers, Saint-Étienne, par exemple, pour dire les plus importantes, Besançon, sont des villes qui sont signataires de ce traité. On a presque 1100 villes dans l'hémisphère nord, et je vais rajouter l'Australie, avec la plupart, toutes leurs capitales qui ont reconnu ce traité, donc ça crée une pression. On crée une pression parce que maintenant on discute de ce concept de dissuasion, et d'ailleurs on ne parle plus de dissuasion, mais on parle de théorie de la dissuasion, parce que rien ne prouve que ça existe. Mais surtout on sait que si jamais elle faillit, et comme avec les exemples que je vous ai montrés, eh bien on entre dans un autre type de société. Et donc en parlant de théorie de la dissuasion, on remet en cause finalement le langage auquel on nous a appris, ce langage pour nous dire c'est de la sécurité, c'est extrêmement positif. On crée de la pression parce qu'on veut aussi regarder ce qui s'est passé par le passé. L'emploi d'armes nucléaires a été fait que sur Hiroshima et Nagasaki en temps de guerre, mais il y a après un peu plus de 2000 armes qui ont été utilisées en termes de tests à travers la planète pour qu'elles justement soient prêtes à l'utiliser en temps de guerre. Et ces 2000 armes ont toutes créé des conséquences humanitaires et environnementales extrêmement importantes. Pour nous, la France, c'est 210 explosions nucléaires, 193 en Polynésie, 17 en Algérie, avec des conséquences importantes dont les populations souffrent aujourd'hui. On a plus aujourd'hui d'informations et de prise en compte des victimes polynésiennes à travers une loi qui ne fonctionnait pas bien et qui va un peu mieux fonctionner. C'est là où on a mis la pression et où on a une certaine victoire si cette loi est votée au Sénat, parce qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines. On a plus de mal avec l'Algérie et surtout, j'ai pu montrer avec un collègue qu'on avait laissé abandonner volontairement des déchets nucléaires qui posaient des vrais problèmes. La France ne veut toujours pas donner ses cartes aux autorités algériennes pour qu'elles puissent faire ce travail de démantèlement seul ou accompagné avec la France, mais à minima d'avoir l'information sur la présence où ont lieu ces milliers de tonnes de déchets nucléaires. Donc il y a des choses positives qui se mettent en place. Encore une fois, elles n'éclatent pas sur le 20h de TF1 ou de LCI, mais c'est une réalité. Il y a plus de personnes et d'États qui combattent ces armes nucléaires que d'États qui souhaitent avoir ces armes nucléaires. Et donc c'est aussi cette information-là importante à retenir ce soir, même si dans les 48 et 72 prochaines heures, notamment avec ce discours lundi, vous allez avoir un bombardement d'informations pour vous dire qu'il est positif que le président Macron veuille étendre la dissuasion à un certain nombre d'États européens.
Et je terminerai là-dessus. On peut remarquer quand même que c'est là aussi on a une absence totale de démocratie. Tout ce que le président va annoncer n'a absolument pas été discuté au niveau de notre Parlement. C'est vraiment une discussion de lui et de ses conseillers et de quelques acteurs dans les différents États qu'il va nommer, principalement l'Allemagne, la Pologne et un peu la Suède. Chez eux aussi, il n'y a pas eu de discussion au niveau de leur Parlement. Donc ça pose un vrai problème, sachant que ça va être fondé sur une notion de confiance, normalement, et que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui s'établit en quelques semaines, et que surtout, et on a de la chance là-dessus, on est dans des États démocratiques avec des évolutions, bien évidemment, des gouvernements, et que la confiance ne va pas être la même si l'année prochaine, on a un gouvernement qui est établi par un Rassemblement national ou un LFI avec un gouvernement en Allemagne ou en Suède. Donc voilà, c'est fondé aussi sur des éléments assez peu tangibles. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter sur ces points et être ouvert à la discussion avec vous. Sinon, je vais continuer pendant 2 heures et je ne vous laisserai pas. Merci, bravo, c'était très très clair. Ces préoccupations, ces analyses, ces points de vue que nous donnons dehors, parce que nous sommes tous plus ou moins, et surtout plus inquiets, troublés par cette situation de la dangerosité des armes nucléaires, pour l'exprimer ici, ça fera un sérieux échange, et Jean-Marie Collin nous donnera son point de vue à partir de son expérience. Donc Hiroshima et Nagasaki, c'était 2 bombes différentes. Il y avait la bombe à hydrogène. Non, c'est 2 bombes atomiques classiques, sauf que l'une était au plutonium, l'autre était à l'uranium. La bombe à hydrogène va être inventée quelques années plus tard. Ah, d'accord. Alors les bombes qui se fabriquent aujourd'hui, alors quel est le... Alors aujourd'hui, pour ce qui est des puissances nucléaires, les Français, les Britanniques, les Chinois, les États-Unis et la Russie, ce sont que des bombes à hydrogène, donc des bombes beaucoup plus puissantes. Elles sont plus puissantes, elles sont... ce qu'on est arrivé à faire, en fait, c'est condenser la taille de l'arme. Aujourd'hui, une arme nucléaire, c'est un petit mètre de hauteur avec une puissance qui va à 5, 10 ou 15 fois la puissance qui a été utilisée sur Hiroshima, par exemple. Voilà, donc c'est des puissances qui sont extrêmement importantes. Si je peux rajouter une image, vous avez peut-être en mémoire, ça s'est produit, j'ai perdu la date, mais il y a 3-4 ans, cette explosion importante dans le port de Beyrouth. Et cette explosion dans le port de Beyrouth qui a fait quelques centaines de victimes et plusieurs milliers de morts et quelques milliers de victimes, elle est à peu près équivalente à une fois, à 10% de la puissance d'Hiroshima. Ah ouais. Et cette explosion, c'est l'explosion conventionnelle la plus importante qui a été réalisée dans le 20e, 21e siècle. Mais c'était que 10% d'Hiroshima. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on parle bien d'armes de destruction massive et avec des puissances qui sont véritablement phénoménales. Oui, question, est-ce que les bunkers dans lesquels les possesseurs du bouton, je ne sais pas quelle couleur il est, enfin bon, bouton nucléaire, sont sûrs? Est-ce que eux, ils ont, enfin les chefs d'État en question, est-ce qu'ils ont confiance dans leur bunker et est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont pouvoir y survivre? Alors, sur la question du bouton, il est plus simple pour moi de dire que c'est un bouton. Il est bien compréhensible que dans la réalité, ce n'est pas un bouton. Le président Macron, chez nous, et d'une manière générale, est le seul à pouvoir donner l'ordre. Et donc, le processus, c'est qu'il va y avoir un processus d'identification, que c'est bien lui qui donne l'ordre. Et l'ordre va être transmis à différents éléments pour arriver jusqu'au pilote de l'avion ou jusqu'au commandant du sous-marin. Et dans le sous-marin, c'est des clés qui tournent pour lancer les missiles. Voilà. Question du bunker. Alors oui, leurs bunkers sont probablement sûrs, mais il faut bien comprendre que, et c'est ce que disait un ami avec qui j'avais travaillé, qui est aujourd'hui décédé, l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilles, c'est pas une assurance vie, hein, l'arme nucléaire, c'est une assurance mort. C'est-à-dire que si on l'emploie, on est mort. Hein. C'est-à-dire que c'est cette réalité-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'emploie, ça veut dire qu'on est mort ou qu'on va mourir. Hein, et c'est cette réalité-là. Donc, c'est rare quand même, normalement, quand vous faites la guerre, et on peut quand même remarquer, on a commémoré malheureusement les 4 années de guerre en Ukraine. On peut penser plein de choses sur le président Zelensky, mais le président Zelensky et sa population, ils veulent gagner la guerre.
ils veulent retrouver leur territoire. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre plus tard. Hein. Et donc, leur intention, c'est ça. Alors que dans le cas d'une guerre nucléaire, on ne gagne rien, on meurt tous. Donc, c'est aussi un non-sens. Donc, leurs bunkers sont probablement sûrs. Mais bon, derrière, il ne restera pas grand-chose pour pouvoir vivre, bien évidemment. Et c'est une des spécificités, voilà, en 2022 débute cette seconde invasion militaire russe sur l'Ukraine, la première étant en 2014, hein, quand même sur la Crimée, il faut s'en rappeler. Et il y a beaucoup de médias qui sont focalisés sur comment est-ce qu'on se protège des armes nucléaires. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font des bunkers et autres? Alors oui, il y a des entreprises qui font des bunkers, effectivement, mais une fois que vous ouvrirez votre porte au bout de 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an, il n'y aura plus rien, et c'est pas ça la question à se poser. La question à se poser, c'est pas comment je me protège individuellement, mais on est dans une société collective, comment on assure notre solidarité ensemble. Et comment on se protège individuellement? Eh bien, c'est en faisant en sorte que ces armes ne soient jamais utilisées. Comment on fait pour qu'elles ne soient jamais utilisées? Eh bien, on parle de désarmement et un jour, on parvient à réaliser ce désarmement. Aujourd'hui, on est dans un sens totalement opposé. Mais chez nous, comme chez les Russes, comme chez Trump, comme au Pakistan ou chez les Britanniques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun État qui ne possède des armes nucléaires qui aujourd'hui ne parle de désarmement. Hein, et je dis simplement parler, je ne dis même pas d'agir hein, pour le désarmement, c'est-à-dire concrètement. Et tous sont dans une logique de promotion de la bombe. Et quand on promeut la bombe, quand on la rend banale, et c'est l'appel des Hibakusha de décembre 2024, on rentre dans une sphère qui devient dangereuse. Ben, si ça devient banal, finalement, pourquoi ne pas l'utiliser? Il n'y a pas un traité qui vient d'arriver à Oui. expiration, le traité START ou je peux... Oui, c'est le traité New START. Alors, c'est un traité qui était bilatéral entre les États-Unis et la Russie, qui avait été mis en place en 2010, qui est dans la suite des longs traités mis en place depuis le début des années 70, qui ont permis de diminuer, de contrôler les armes nucléaires américaines et soviétiques russes. Alors, ce n'est pas un traité de désarmement, hein. C'était pas un traité de désarmement, c'était un traité qui limitait la quantité d'armes disponibles à un instant T. Et la quantité, c'était de chaque côté 1550 armes nucléaires, largement de quoi mettre un terme à notre société humaine. Il avait un intérêt important, c'est que voilà, il permettait cette limitation, il permettait de créer des actes de confiance, parce qu'il y avait une réciprocité dans les visites, dans les inspections qui étaient réalisées. Et la confiance, c'est le début, hein, c'est la base pour aller plus loin. Ce traité avait une durée de 10 ans. Hein, il a été signé en 2010, entré en vigueur en 2011, s'arrêtait en 2021. Il pouvait être prolongé de 5 ans. 2021, c'est Joe Biden aux États-Unis. C'est déjà notre président, enfin c'est déjà le président Poutine en Russie. Donc ils ont accepté de proroger de 5 ans. Ça s'était autorisé. Dans tous les cas, le traité s'arrêtait au 5 février 2026. S'il voulait un autre traité, il fallait travailler à la création d'un autre traité. Clairement, le président Trump ne voulait pas un autre traité. Est-ce que la Russie en voulait un autre? Je ne sais pas. Mais ils ont fait mine, en tout cas, un peu plus de vouloir dire on en veut un autre, même si sur ces 5 dernières années, sous prétexte de la guerre en Ukraine, ils ont arrêté les inspections, ils ont arrêté de donner leurs chiffres, donc la transparence a diminué. Donc voilà, le fait est que ce traité est arrêté. Donc ça c'est un problème parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Aujourd'hui il n'y a plus rien qui lie ces États. La réalité aussi est que s'il devait y avoir un autre traité, objectivement il y aurait peu de sens pour que ce futur traité soit limité à ces 2 États. Il faudrait inclure les Britanniques, les Chinois et les Français. Et par traité de désarmement ou de limitation des armements ou de contrôle des armements selon la sphère qu'on veut lui donner, il est évident qu'on ne peut pas demander la même chose aux Français, aux Britanniques et aux Chinois, sachant qu'on n'a que quelques centaines d'armes par rapport aux États-Unis et la Russie qui ont à peu près 5500 armes. Mais on ne peut pas non plus ignorer ces trois pays, hein, Paris, Pékin et Londres. Donc on doit les amener à rentrer dans un futur traité et voir quels sont les éléments qu'on peut mettre. Est-ce que c'est plus de transparence? Est-ce que c'est plus de rencontres? Voilà, il y a des choses à imaginer aujourd'hui réellement. C'est important. Mais c'est un problème de confiance aujourd'hui et c'est un problème qu'il n'y ait plus, bien sûr, ce traité entre ces 2 États, entre Washington et la Russie.
J'ai lu dans le journal aujourd'hui, nouveau cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran pour discuter du programme nucléaire iranien. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est là où on rentre un peu dans une phase un peu problématique, c'est que donc les Iraniens ont été accusés entre 2002, à partir de 2002, de vouloir disposer ou d'avoir un programme nucléaire militaire. Il est à peu près clair qu'ils avaient engagé un processus, mais qu'ils étaient très très loin de posséder l'arme nucléaire, hein, ça faut l'avoir. Et c'est là où on s'aperçoit que la diplomatie, elle marche, mais elle prend du temps, hein, au détriment d'une guerre où il suffit, vulgairement parlant, voilà, d'appuyer sur un bouton et puis on fait la guerre, hein, et puis après il faudra des décennies pour la résoudre. La diplomatie, elle demande du temps, des efforts, et des efforts, je dirais, consacrés, des ressources humaines, des ressources financières, et on est arrivé en 2015 à ce qu'on a appelé les accords de Vienne, des accords qui mêlaient l'Iran, l'Allemagne, l'Europe, la France, la Russie, les États-Unis, les Britanniques, pour faire en sorte, dans un processus là aussi assez long, qui allait de 2015 à 2025 ou 2030, j'avoue que j'ai un petit trou, pour s'assurer que l'Iran ne puisse jamais posséder un programme nucléaire militaire. Et c'était un processus graduel, c'est-à-dire qu'on diminuait un certain nombre de sanctions, et en même temps l'Iran ouvrait de plus en plus de transparence et nous assurait cette sécurité. Avec l'idée qu'en diminuant les sanctions, on allait aussi aider finalement à ce qu'il y ait une réforme du régime pour qu'un jour le régime tombe et ça devienne un régime qui soit plus ouvert démocratiquement et qui ne soit pas ce qu'il est aujourd'hui, surtout pas ce qu'il est aujourd'hui. Est arrivé au pouvoir le président Trump aux États-Unis, déchire les accords de Vienne à partir de 2019. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème qu'un État décide de déchirer des accords parce que ça veut dire qu'il rompt la confiance qu'il avait nouée avec les Iraniens. Normalement, des accords doivent transcender le fait de changement de président. Et c'est toute la logique des traités qui sont signés, c'est-à-dire qu'on estime que quand c'est l'État qui signe un traité, et celui-ci doit durer dans le temps, et c'est ce qui permet de fonder cette fameuse confiance. Et donc les Iraniens sont repartis pour faire pression sur un possible programme nucléaire militaire. C'est important de comprendre que, à preuve du contraire, l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire. Hein, c'est important de le comprendre. On a une agence internationale des Nations Unies qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a eu des inspecteurs et qui a encore des inspecteurs sur place depuis juin de 2025 et qui comprennent que l'Iran n'a pas d'arme nucléaire. Elle a des matières fissiles qui peuvent lui permettre d'acquérir l'arme nucléaire, mais ça c'est un processus qui prend du temps. Et même si vous fabriquez l'arme, derrière il faut encore fabriquer un vecteur, un missile, qui va pouvoir transporter cette arme nucléaire. Donc ça prend du temps, c'est bien plus long que ce que veulent vous informer les titres de presse où on vous dit dans 3 mois, dans 3 semaines, dans 6 mois, l'Iran a l'arme nucléaire. Ça fait quand même 25 ans qu'on nous dit que l'Iran va avoir l'arme nucléaire demain matin. Donc, potentiellement, effectivement, elle pourrait l'avoir, mais ça fait, voilà, ça ne sera pas demain matin. Ça, c'est une certitude. Et les États-Unis donc, sont retournés à un cycle de négociation. Il faut voir quand même que, soi-disant, en juin dernier, les États-Unis avaient fait des bombardements massifs sur l'Iran qui avait dû, à cette époque, détruire complètement le programme nucléaire militaire iranien, ce qui semble ne pas être le cas, puisqu'ils veulent négocier. Je rappelle que cette attaque que les États-Unis ont faite contre l'Iran est, du point de vue du droit international, totalement illégale. On n'a pas le droit d'attaquer un autre État de cette manière-là, surtout quand il n'y a pas d'acte de guerre qui était au départ. Et sachant qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire. Sachant qu'ils n'avaient pas l'arme nucléaire, bien évidemment, et même s'ils l'avaient, je veux dire, on n'a pas le droit d'attaquer. Dans le même sens, la démarche américaine au Venezuela, même si c'est un dictateur, ils n'avaient pas le droit de le réaliser. Parce qu'à partir du moment où on commence à le faire, eh bien, ça légitime tout simplement aussi ce que fait Vladimir Poutine du côté de l'Ukraine. Donc, on a du mal quand même à défendre une posture si on fait ce type d'action extrêmement négative. Et donc, les États-Unis rentrent dans un cycle de négociation qui semble totalement étrange, puisque d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, ils demandent aux Iraniens à la fois de renoncer à tout leur programme balistique, ce qu'ils ne feront évidemment pas,
parce qu'ils peuvent revendiquer le droit à la légitime défense, qui peut apparaître logique. Il leur demande de renoncer à toute infrastructure nucléaire d'enrichissement. Donc pour avoir la bombe, il faut enrichir de l'uranium. Le problème, c'est que l'enrichissement se produit avec des machines qui s'appellent des centrifugeuses. C'est un peu comme des ossoreuses à salade. Plus vous tournez vite, plus vous allez obtenir de l'uranium qui va être enrichi à des fins militaires. Le problème de ces machines, de ces centrifugeuses, c'est que c'est les mêmes qui donnent de l'uranium pour des fins civiles, c'est-à-dire pour vos centrales nucléaires. Donc l'Iran a aussi le droit d'avoir ces machines parce qu'elle a un programme nucléaire civil. Donc les États-Unis demandent de renoncer à ça, ce qu'ils ne feront évidemment pas non plus. Donc voilà, c'est des négociations qui apparaissent, non pas être des négociations, mais qui apparaissent plus être des obligations. Mais je pense que le premier des problèmes, c'est comment est-ce que les Iraniens peuvent avoir confiance dans un régime américain qui lui-même détruit des accords du jour au lendemain. Ça, c'est la base, avant même d'obtenir des négociations et un potentiel traité, c'est vraiment cette base de confiance. Et je pense que les Iraniens, qui sont quand même des gens assez doués dans le terme de négociation et de réflexion, ne sont pas prêts d'accepter ce type de réalité. Donc, est-ce que ça veut dire que l'on va vers un acte de guerre à nouveau de la part des États-Unis? C'est possible, mais ça va entraîner un certain nombre de répercussions. Encore une fois, ça va décrédibiliser le droit international, et ça c'est très négatif pour tout le monde. Ça va crédibiliser la démarche de Poutine, c'est très négatif pour tout le monde, malheureusement. Les populations civiles vont évidemment payer encore plus le prix. Ça va encore plus déstabiliser la région. Il est admissible dans les probabilités qu'il y ait une réplique iranienne sur différentes zones américaines dans cette région-là. Voilà, donc c'est évidemment pas la bonne solution. La meilleure des solutions serait vraiment de retourner aux accords de Vienne, mais encore une fois, pour retourner à ces accords, il faut arriver à recréer une confiance entre les Iraniens et les États-Unis. À partir du moment où il y a une dizaine de pays, ça suffit déjà pour détruire la planète. Ça sert à quoi pour un pays, en fait, de se rajouter à cette liste? Des fois, on se dit, ils n'ont rien dans la tête, ceux qui décident ça, ou c'est quoi, c'est la logique? La logique, c'est de se dire, mon adversaire potentiel a l'arme nucléaire, donc je veux l'avoir aussi, dans l'idée de lui expliquer que si jamais il l'utilise sur moi, je l'utiliserai sur lui. Elle est là derrière dans cette logique-là. Elle est dans la logique de dire, pour la Corée du Nord, je possède l'arme nucléaire et je serai normalement certain, mais il y a quand même, on ne peut pas être sûr à 100%, bien évidemment, que jamais les États-Unis m'attaqueront, par exemple. Ce qui n'est pas une réalité. Bien évidemment, on s'aperçoit que ce n'est pas parce que vous avez l'arme nucléaire que vous êtes protégé, que vos frontières sont protégées. On a plein d'exemples, l'exemple de l'Ukraine, l'exemple de l'Argentine qui attaque les Malouines, l'exemple de l'Inde et du Pakistan qui ne cessent de se faire des guerres qui parfois ont été à la limite de l'emploi des armes nucléaires comme en 1999. Donc, mais c'est une autre logique, c'est une logique de protection par des armes de destruction massive, en espérant, encore une fois, qu'il y ait une rationalité et que personne n'emploie ces armes nucléaires. C'est aussi une logique de croyance dans la grandeur de l'arme. C'est-à-dire que ça fait de vous un grand pays, que ça fait de vous un pays différent des autres, et pour certains positif. C'est aussi pour nourrir l'orgueil de la population. Alors, on s'en rappelle moins aujourd'hui, mais c'est ce que... Le 13 février 1960, c'est la première fois où la France fait exploser une arme nucléaire donc en Algérie. Donc c'est à partir de là où on commence à posséder des armes nucléaires. C'est le fameux Hourra pour la France. Donc c'est quelque chose de positif. Lorsque le Pakistan fait exploser son arme nucléaire, c'est aussi positif. C'est un orgueil de l'avoir vis-à-vis d'une Inde qui possède aussi des armes nucléaires. Donc voilà, c'est vraiment vu comme ça. La France lance son programme nucléaire militaire au lendemain de la victoire, en tout cas de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un double ou triple esprit. Le premier, c'est dans l'idée que la possession de l'arme nucléaire fera que plus jamais je ne serai envahi sur mon territoire. On a été envahi en 1870, en 1914, en 1939, et donc normalement cette possession
doit plus jamais me garantir cet envahissement. Elle veut posséder l'arme nucléaire aussi parce que la France, avant 1939, c'est un empire. Après 1945, l'empire se réduit comme peau de chagrin, et donc c'est aussi un moyen de regagner un prestige international. C'est aussi un moyen, scientifiquement parlant, d'unir les scientifiques, d'unir la population, et de montrer qu'on est un pays qui compte, parce qu'on est 3, 4, 5, et aujourd'hui 9, à posséder l'arme nucléaire. Donc il y a tout ça qui va derrière, cette idée de prestige. Encore une fois, c'est ce que l'on dit dans notre campagne, il n'y a pas de bonne main pour les armes nucléaires. Hein, que ça soit la main d'un État démocratique ou la main d'un État autoritaire, en cas d'emploi, nous sommes tous réduits à un état de cendre, réellement. Donc voilà, il y a cette idée importante à avoir. Le traité, effectivement, d'interdiction des armes nucléaires est une très belle avancée, signée par une majorité d'États. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas contraignant. Et que les 9 puissances nucléaires déclarées n'ont pas l'intention de dématérialiser leur appareil. Et ils ne veulent pas qu'un autre pays l'ait. Ils veulent le monopole de cette puissance. Alors, comme tout traité, aucun traité n'est contraignant. C'est-à-dire que si à la base, dans votre traité, à la fin, le 18e article, vous rajoutez en cas de non-respect ou autre, vous aurez des sanctions, quelles qu'elles soient, aucun État ne va admettre de rentrer dans ce traité. On rentre dans un traité parce qu'on y rentre, de manière générale, dans un esprit de bonne foi. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est bon pour sa sécurité, je vais dire individuelle au niveau de l'État, mais collective. Hein, parce que là, allez, j'ouvre une parenthèse maintenant et je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a une centaine d'États et des États tout petits ou un peu plus importants, comme la Malaisie ou l'Indonésie, c'est la 3e ou 4e puissance en termes de population, ou géographiquement, comme le Kazakhstan et le Costa Rica, qui sont à l'opposé en termes de superficie, sont présents dans ce traité. C'est parce qu'ils ont compris qu'en cas de guerre nucléaire, ils allaient en payer les conséquences. Pour parvenir à ce traité, on a réalisé avec des États à la Croix-Rouge toute une série de conférences à travers le monde. Et moi, j'ai participé à toutes ces conférences, et notamment une qui s'est passée au Mexique. Et on est en fin de journée, et on a ce diplomate sénégalais qui se lève en fin de journée, et je peux vous garantir qu'on en avait tous un petit peu marre, parce qu'on était fatigués du travail, fatigués de la chaleur, on a la plage juste à côté, on a plus envie d'aller boire une bière, objectivement, et de se poser un petit moment. Et puis c'est des sujets qui sont lourds, hein, quand même. Et ce diplomate sénégalais se lève, après avoir entendu plein de scientifiques, d'experts sur la sécurité, et il dit, donc, si une guerre nucléaire se réalise, volontairement ou involontairement, principalement ce sera en Europe, parce que c'est là où il y a plus d'armes nucléaires, c'est une réalité. Et ça signifie donc qu'il va y avoir une majorité de réfugiés européens qui vont vouloir venir en Afrique. Et donc dans mon pays. Et moi, j'aurais pas la capacité de les accueillir. Parce que j'ai déjà du mal aujourd'hui, mais j'aurais du mal à assurer la sécurité de ma population, et je ne pourrais pas assurer leur sécurité. Et donc, à cause de ça, parce que ça va créer un trouble pour mon pays, je m'engage contre les armes nucléaires. Parce qu'évidemment, le Sénégal ne veut pas d'armes nucléaires, mais il comprend bien que pour assurer sa sécurité, il doit s'engager contre ceux qui ont les armes nucléaires. C'est la même chose que sur le dérèglement climatique, ce n'est pas les Tuvalu qui polluent, mais les Tuvalu doivent faire pression avec une majorité contre ceux qui ont les armes nucléaires. Et donc c'est pour ça qu'on a créé et obtenu le TIAN. Et encore une fois, le TIAN, effectivement, n'a pas de régime contraignant, comme les autres traités, mais il est là pour instaurer un changement de conscience. Et ça ne se voit pas à l'écran ou dans les papiers que vous lisez, mais clairement à l'ONU, ça se voit, et de manière générale, dans les relations internationales, dans les discussions avec les diplomates, le TIAN exerce une pression sur nos États. Si nos États et notre État, parce que moi je travaille sur la France, considéraient le TIAN, donc le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, comme quelque chose de farfelu, ils n'y consacreraient pas autant d'énergie pour essayer de le réduire justement à quelque chose comme une utopie, comme, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce traité, le traité qui s'appelle Briand-Kellogg, dans les années 30, 1928, les ministres des Affaires étrangères américains et français décident de dire
on a une solution pour mettre fin à la guerre, on va la rendre illégale. En rendant la guerre illégale, on n'aura plus de guerre. Et il y a une trentaine d'États qui vont signer ce traité qui ne sera pas contraignant. Et dans les États, on a le Japon, on a l'Allemagne, on a la France, les Belges et autres. Et évidemment, ça ne marche pas. Hein. Par contre, ce traité, il a un point de lancement et qu'on va retrouver dans la Charte des Nations Unies, notamment à travers l'article 2, c'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, il change la conscience. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, la relation entre États, elle ne doit pas être basée sur la guerre. Elle doit être basée sur une relation pacifique. Et si ça ne marche pas, on essaie de mettre en œuvre des juridictions internationales. Et c'est à la fin de la fin de la fin, du bout, malheureusement, potentiellement, il peut y avoir un acte de guerre. Et donc ce traité, ce pacte Briand-Kellogg qui aura échoué, va créer un changement de conscience quand même et va être utilisé dans la Charte des Nations Unies. Et d'ailleurs, au procès de Nuremberg, on va reprocher à l'Allemagne nazie de ne pas avoir respecté sa signature du pacte Briand-Kellogg. Et l'OTAN, c'est exactement ça. On sait qu'on ne va pas désarmer demain matin. On sait et on savait en 2017, lorsqu'il a été négocié, adopté, et en 2021, lorsqu'il est rentré en vigueur, que des États comme le nôtre n'allaient pas l'accepter, n'allaient pas rentrer dedans. Mais on savait que ça allait créer un changement de conscience. Et ce changement de conscience, il est en train de naître, il se met en place. C'est long. La question, c'est effectivement combien de temps ça va prendre et combien de temps on a avant l'emploi potentiellement d'armes nucléaires. Mais c'est le chemin à suivre. Et encore une fois, on ne crée pas du droit une fois que ce qui nous gêne n'existe plus. On crée du droit avant pour faire en sorte que ce qui nous gêne va aller à finalement son élimination. Et ça, c'est vraiment l'élément clé et qui se met en route aujourd'hui. Donc le bouton rouge, j'ai bien compris que c'est le président qui doit appuyer sur le bouton, mais qui le conseille, qui lui donne entre guillemets l'ordre de le faire? Personne ne nous donne l'ordre. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui décide. C'est fou ça. Non, c'est pas fou. C'est pour ça que vous... C'est pas fou. C'est la... Non, c'est pas fou. C'est la raison quasiment principale pour laquelle le général de Gaulle a décidé que notre président ou notre présidente soit élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire que vous décidez dans votre bulletin de vote de confier votre vie et aussi tout le programme qu'il a mis en place, économique, etc., à un ou une femme. Et c'est cette personne. Mais comment il peut savoir que c'est le bon moment pour le faire? C'est lui qui décide. Et alors, admettons, il le fait, est-ce que quelque part, les autres peuvent riposter? Bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une assurance non pas de vie, mais de mort. Voilà, d'accord. Alors, il faut bien comprendre que si on essaye de se mettre dans une certaine logique, oui. La logique, c'est que l'emploi de l'arme nucléaire, logiquement, il est 19h16, ne va pas se faire maintenant. D'accord? Parce qu'on est logiquement, encore une fois, la probabilité n'est pas de zéro. Mais en tout cas, logiquement, elle ne se fait pas maintenant. Elle se ferait dans le cadre d'une crise importante. Ça signifie qu'on a une tension, voire on a déjà des actes de guerre entre la France et potentiellement la Russie, ou entre la Russie et des alliés de la France, et donc nos alliés, et donc on réagit. Et dans ce cadre de tension, d'actes de guerre, la France va estimer qu'elle doit employer son arme nucléaire, ou la France va dire « Ah, les Russes emploient leur arme nucléaire, donc j'emploie mon arme nucléaire ». C'est dans ce cadre-là. Maintenant, dans ce moment de tension, le président est dans son bunker, réuni avec ses conseillers politiques et militaires, avec son chef d'état-major, ou en tout cas il l'a en ligne s'il n'est pas avec lui directement, et tous ces gens-là vont lui dresser la situation, et c'est lui, en son âme et conscience, qui décide d'appuyer ou de ne pas appuyer. Voilà. Mais il n'est pas isolé dans une bulle. Mais il faut bien comprendre que tout repose quand même sur cet homme aujourd'hui et demain potentiellement sur cette femme. Et donc, il peut très bien dire, eh bien, on met en route, ou très bien dire, eh bien, je ne serai pas celui qui va détruire l'humanité. Et donc, en fait, on aura basé tout un système d'armes pour rien. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que potentiellement, on aura
non seulement dépensé des milliards, mais on aura créé aussi une tension internationale, on aura engendré une potentielle guerre nucléaire, et finalement, eh bien, celui qui est censé mettre en œuvre ça ne le fera pas. Valéry Giscard d'Estaing, dans ses mémoires, dit qu'il n'aurait jamais appuyé sur ce fameux bouton. Donc ça aussi, ça devrait nous interroger. Cet aspect psychologique, il est clé, hein, nous interroger sur cette protection qu'elle est censée assurer. C'est pour ça que nous, et c'est ce que je décris dans le manuel qui est derrière, hein, on parle d'illusion nucléaire, on parle de l'imagino nucléaire. Hein. La ligne Maginot, en 1939, c'est ce système qui est imposant, qui est lourd, qui apparaît fiable, qui doit mettre un terme, en tout cas éviter que l'Allemagne nous envahisse. Les Allemands sont passés par la Belgique, il n'y avait pas de ligne Maginot. Un trou dans la raquette. Et donc c'est exactement la même chose, l'arme nucléaire. Justement, enfin, c'est quand même une aberration de dépenser 7,5 milliards. C'est du gaspillage. Ça, on revient toujours à la même question, mais c'est. Enfin, et en plus de se faire des discours, des discours de va-t-en-guerre, parce que c'est ce qu'on va avoir lundi. Lundi, vous aurez un discours de va-t-en-guerre. Mais ça, c'est complètement fou. Enfin, il y a quand même une logique là que j'ai quand même du mal à comprendre. Alors, là. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? C'est les lobbies militaires? C'est quoi? Alors, lundi. C'est notre économie qui est relancée, là, non? Pas... Lundi, on aura un discours fort, solennel, de tension, donc qui va être fait sur la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui est juste en face de Brest, hein, l'île Longue, avec un sous-marin derrière. Vous allez avoir une histoire un peu dramatique qui va être brodée autour de ça pour faire comprendre à l'opinion publique l'importance de posséder l'arme, le moment dangereux dans lequel on est. Et je ne dis pas qu'il n'est pas dangereux, hein, mais on a un Poutine qui est va-t-en-guerre, qui ne veut pas faire la paix en Russie, qui a fondé aujourd'hui l'économie de son pays sur une économie de guerre. On a un Trump qui est une personnalité, un certain charisme, si on peut dire, qui n'est plus l'allié que l'on pouvait prétendre par le passé, et qu'il est nécessaire que la France, avec certains États européens, promeuve l'arme nucléaire, et que la France va... les termes ne sont pas bons que je vais vous dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore ceux de lundi, on attend beaucoup de lundi. Hein. Il a intérêt d'être très concret, sinon beaucoup de gens vont être déçus. On va protéger ces autres pays, mais en plus, ces pays vont participer avec nous à la démarche, à l'encadrement de la dissuasion. Ce sera toujours la France, hein, qui appuiera sur ce fameux bouton, ce sera toujours la France qui aura ses armes nucléaires. Si la démarche fonctionne, dans 10 ans, on peut penser que des armes nucléaires françaises seront stationnées en Allemagne, par exemple. Voilà, mais je ne veux pas rentrer sur là-dessus. La logique, elle est effectivement militaro-industrielle. On a effectivement des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Hein, ça, c'est une certitude. Dassault gagne beaucoup d'argent avec ses Rafales. Pas tellement dans le fait que ces Rafales servent à la dissuasion nucléaire française, mais ça lui permet de mettre ça en avant comme vitrine et d'en exporter beaucoup à l'étranger. Hein. En Inde, 115 encore avions la semaine dernière, qui vont être donc produits. Ça permet de construire des sous-marins, ça fait vivre une industrie sous-marine, donc ça aussi c'est important. Ça permet de garder un savoir-faire pour construire des petits réacteurs. Les sous-marins comme le porte-avions sont propulsés, hein, les moteurs, c'est des réacteurs nucléaires, des mini-réacteurs nucléaires, et ça permet de faire vivre un savoir-faire technique pour produire ces petits réacteurs qui vont aussi servir à conserver ce savoir-faire d'une manière générale. Donc oui, il y a un vrai lobby industriel, pareil pour la construction de missiles, parce que bien évidemment, quand la France veut, comme elle le fait aujourd'hui, elle demande à ce qu'on construise de nouveaux sous-marins, elle ne se tourne pas vers les Américains ou vers les Allemands qui ont des très bons sous-marins, elle se tourne vers un industriel français pour être sûr que son produit soit indépendant et avec une autonomie complète. Donc c'est des entreprises qui savent qu'ils ont un calendrier à peu près tous les 15 ans où ils ont certains d'avoir une commande industrielle. Donc si demain vous leur enlevez les armes nucléaires, ils veulent se dire peut-être qu'on n'aura plus la possibilité de produire des sous-marins qui lanceront des missiles nucléaires. Je pense que c'est fondamentalement faux. Ils auront toujours des sous-marins, ils ne lanceront plus des armes nucléaires, ils lanceront autre chose. On a aussi cette idée, encore une fois, de prestige. On a créé, ça fait 60 ans qu'on parle que c'est positif d'avoir l'arme nucléaire. Hein.
moi, si je vous mets des personnes qui ont subi les armes nucléaires, que ce soit des amis polynésiens, algériens ou des survivants d'Hiroshima, il n'y a rien de positif. Hein, et vous fondez en larmes parce que vous comprenez la réalité. Quand vous travaillez un peu le sujet, vous comprenez que c'est effectivement une aberration de fonder notre défense sur un système d'armes qui signifie la fin de vie avec ma famille, avec les éléments que j'aime, avec la faune et la flore qui dans le même temps on essaye de la protéger. Donc voilà, c'est un non-sens profond. Donc il y a cette notion de prestige qui est véritablement là, cette notion de croire, je prends cette phrase du président Hollande de 2015 qui a été répétée d'une autre manière par le président Sarkozy avant lui ou par le président Macron, ça nous permet de vivre libre, c'est-à-dire qu'on a la croyance que parce qu'on est des armes nucléaires, on peut faire ce qu'on veut à travers la planète. Ce qui est fondamentalement faux, puisqu'aujourd'hui on sait que tous les États travaillent ensemble d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on mène des opérations militaires importantes, on a besoin des Américains pour un certain nombre de choses. Lorsqu'on a voulu aller bombarder Assad à la suite de l'emploi d'armes chimiques, finalement on ne l'a pas fait parce que les Américains n'étaient pas à nos côtés pour le faire. Lorsqu'on veut travailler ou lorsqu'on a besoin d'un certain nombre d'investissements, on se tourne vers les Qataris par exemple ou les Émiratis pour avoir de leur argent. Donc, on n'est pas si libre que ça dans cette réalité, dans ce monde. Encore une fois, on est tous embarqués, et ça de manière bien réelle, sur une seule planète qui est face à un dérèglement climatique qui va nous affecter de manière dramatique dans les années de plus en plus. Et c'est cette réalité-là à laquelle on est confronté. Et donc, ça fait vivre du monde. C'est une réalité. Est-ce que le président, tout seul, j'enlève les sbires qui sont à ses côtés, le président dans son bunker, est-ce que parmi les paramètres qui le préoccupent le plus, c'est pas l'opinion populaire? Je veux dire par là que, c'est mon point de vue, ils le savent, que, comme dans le domaine politique, pour changer la société, etc., est-ce que, plus que jamais, dans ce domaine du risque de guerre nucléaire, c'est la manifestation du pouvoir politique de la population? Est-ce que c'est pas, mais c'est sans doute votre raison d'être, je parle de l'association, est-ce que c'est pas là notre point fort, malgré tout ce qui existe, ou ce qu'on affirme, il y a une démobilisation, etc. Enfin, moi, à l'âge où j'ai, je me dis, mon espoir, c'est que la société civile, le peuple français, le peuple travailleur intervienne. Et tout Macron, puisque c'est lui que nous avons, j'ose à peine vous faire revenir dans 1 an ou 2 ans et vous dire Madame Le Pen toute seule dans son bunker. Est-ce que Macron, tout Macron qu'il est, et tout pouvoir personnel, ne peut pas contourner cette réalité? Alors, vous avez raison, on a un problème, c'est que le mot désarmement est très négatif. Il est vu comme quelque chose de très négatif. Il n'est pas vu comme quelque chose de positif. Et donc, il est vrai qu'on s'aperçoit, et là on approche, on est à 1 an donc des élections présidentielles, on s'aperçoit qu'à chaque arrivée d'élection présidentielle, on a des candidats qui, avant l'élection, ont une pensée un peu large, on va dire, soit sont pour le désarmement, soit en tout cas se disent qu'il faudrait faire un certain nombre d'efforts, et en se rapprochant de l'élection présidentielle parce qu'ils deviennent candidats, eh bien, virent leur cutie et sont en faveur de l'arme nucléaire. Ou en tout cas se disent qu'on pourra désarmer, mais plus tard. Et ça, c'est parce que, justement, ils supposent que l'opinion publique est pour les armes nucléaires ou ne comprendrait pas cette notion de désarmement. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'une manière générale, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'informations sur ces questions. Il y a ce que vous entendez comme information, c'est la Corée du Nord a des missiles, les Iraniens potentiellement nous menacent, la Russie a des armes nucléaires. Nous, on a une dissuasion et c'est très positif et c'est bien pour notre industrie et c'est bien pour notre prestige. Mais vous n'entendez jamais en cas d'emploi des armes nucléaires, les conséquences catastrophiques, la réalité de la destruction d'une ville comme Lyon par exemple. On s'aperçoit qu'on n'aurait aucun médecin sur Paris quasiment pour soigner des grands brûlés parce que toutes les structures seraient détruites. La question démocratique, la question du coût bien évidemment, tout ça c'est des choses qui
globalement, n'existe pas dans l'univers médiatique et dans l'univers politique. Et donc, si on arrivait à voir tout ça, l'opinion publique, de manière générale, on n'est pas bête. Hein, on n'a pas besoin d'être scientifique pour comprendre qu'il y a un dérèglement climatique. Hein, on n'a pas besoin d'être, de savoir comment fonctionne une arme nucléaire pour se dire que ça pose un vrai danger et que c'est pas un système qui apparaît valide, que c'est une véritable imagination. Et donc, là-dessus, les présidents essayent de miser, comme ce manque d'information, sur cette idée de prestige et sur la nécessité d'avoir ce consensus et de rassembler cette population. Et d'ailleurs, lundi, une partie du discours devrait être basée sur ce renforcement de ce consensus. Parce que, mine de rien, on s'aperçoit qu'il... là, les chiffres, je ne les ai pas parce qu'ils restent dans les archives du ministère des Armées. Il semblerait que ce consensus diminue. C'est-à-dire que la population française est moins en faveur de l'arme nucléaire qu'il y a quelques années. En tout cas, s'interroge un petit peu plus. Elle est notamment moins en faveur parce que le président voudrait je mets des grands guillemets, la partager avec d'autres États. Donc il a besoin de réassurer la population française que c'est bien sa bombe et que c'est bien lui qui l'utiliserait, lui qui appuierait sur le bouton et que c'est quelque chose de prestigieux. Et là où vous avez raison, c'est que les changements ils viennent toujours de la société civile. C'est-à-dire que tout part toujours de la société civile, quel que soit le sujet. Hein, c'est toujours, et c'est comme ça que naissent les grands défis et les grands changements. Si je prends un sujet très parallèle, depuis une petite dizaine d'années, 5, 7 ans je dirais, le sujet féminicide existe en France. Que je sache, les femmes n'ont pas commencé à se faire taper en 2017 par exemple. Ça fait des décennies malheureusement que des hommes tapent ou massacrent des femmes et pourtant ça naissait pas dans l'action politique, il n'y avait pas une action politique. Et ce sujet est né pour différentes raisons, mais principalement à partir de 2015-2017, parce qu'il est né, il y a eu un engouement de la société civile qui a créé une pression sur les acteurs politiques qui ont commencé à mettre de plus en plus de moyens pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de féminicides, et évidemment, même s'il n'y en avait qu'un seul, ce serait encore beaucoup trop. Et bien là, on est dans cette même problématique, on a besoin de créer cette opinion publique, cette mobilisation. Elle existait par le passé. Il y a eu des vraies victoires sur ce sujet-là. Par exemple, dans les années 60, les femmes aux États-Unis se sont rendues compte, sur la demande des docteurs, les docteurs dans les années 60 aux États-Unis demandent aux mamans, si vous avez des enfants, prenez les dents de lait de vos enfants, envoyez-les nous, on veut faire des analyses scientifiques pour voir si dans les dents de lait, on s'aperçoit qu'il y a des produits radioactifs issus des retombées des essais nucléaires atmosphériques américains. Plein de mamans à travers les États-Unis vont le faire, et c'est ce qu'on appelle le Baby Tooth Survey, donc une analyse des dents de lait, et qui vont prouver que beaucoup d'enfants risquent ou vont souffrir de différentes maladies à cause des retombées radioactives. Ça va créer à faire une pression sur Kennedy, et ça va l'engager à créer un traité sur l'interdiction partielle des essais dans l'atmosphère. La fin des essais nucléaires pour la France en 1995, c'est aussi une victoire de la société civile qui est mise en place. L'arrivée du Tian, c'est une victoire de la société civile, avec des États bien évidemment. Donc on s'aperçoit que sur ce sujet-là, on peut obtenir des victoires. Il faut une certaine mobilisation. La première, c'est l'information. Vous êtes présents ce soir et je vous en remercie, parce que c'est s'informer et c'est le premier pas à réaliser pour engager, et après, et bien aussi... allez voir votre député, allez voir votre maire pour lui demander éventuellement de signer l'appel des villes. Alors, même si votre député est d'un bord politique qui est ouvertement en faveur, Pas bien beau. ça n'empêche que si vous n'allez pas le voir, il va supposer qu'il n'y a pas de contestation. Et je vous assure, j'ai pas besoin de convaincre 60 millions de Français. Si... pas demain matin, et encore le vendredi, c'est le moment où ils sont censés être dans leur permanence. Hein. Mais si demain matin ou chaque vendredi qui viennent, vous allez chacun à votre tour le voir, il va se dire waouh, j'ai quand même 30 personnes en un mois qui sont venues me voir pour parler de ce sujet, ça pose problème. Et c'est cette réalité-là qui est importante à comprendre. Si chacun faisait l'effort de manière successive à se tourner vers son parlementaire, que ce soit de façon physique ou par email, ces parlementaires vont se dire, dans l'opinion publique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord.
Et ça pose problème. Ça me pose problème parce que moi je suis pour la bombe et donc je veux que l'opinion publique soit pour et donc il faut que je leur montre. Et ça, c'est important de ne pas sous-estimer le pouvoir que l'on a. Le seul truc, c'est que ça va vous prendre un petit peu de temps. Et ça va vous demander une répétition parce que je peux vous garantir votre email, il va falloir que vous le renvoyez 3 à 4 fois avant que vous ayez une réponse. Mais si vous faites un copier-coller... Au fond, vous êtes en train de faire une critique de l'atelier. Non. Attendez un instant. Allez-y. Il manque quelque chose dans ce panneau. En commun, nous pouvons changer la société nucléaire. Oui. Mais évidemment que Non, c'est... mais je suis à peine... je suis sérieux, si vous voulez. Encore une fois, c'est le commun qui peut donner force de vie à votre ONG pour partout où elle va dans le monde. C'est ça notre tâche. C'est évidemment le commun. C'est jamais l'individualité qui gagne. C'est évidemment la solidarité et la collaboration. Et la collaboration, elle se fait entre les différentes ONG, elle se fait entre les différentes thématiques, elle se fait avec des acteurs parlementaires qui nous soutiennent, d'autres qui ne nous soutiennent pas, mais que je vais voir pour les titiller, leur faire comprendre qu'ils sont sur le mauvais chemin. Elle se fait avec des États qui ont une histoire nucléaire profonde. Hein. Le Kazakhstan, 459 explosions nucléaires sur leur territoire, plus d'1 million de personnes qui ont souffert de différentes maladies. Ils ont ça dans leur chair, et avec qui on travaille et qui collaborent avec nous pour faire pression sur la France ou sur la Russie ou les États-Unis et les autres. C'est un travail commun parce qu'on est en commun sur cette planète Terre. On ne voit plus les grandes campagnes qu'il y avait, je me souviens quand même, c'était dans les années 75, 80, on voyait des choses, par exemple, sur tant de bombes égale tant d'écoles, du pain, enfin, je me rappelle de trucs de Grappus, par exemple, enfin, nous travaillons ensemble de Grappus, il y avait plein, moi j'en ai plein à la maison, c'est des archives pour moi, enfin, c'est des vrais, parce qu'en fait, il y avait ils travaillaient beaucoup avec le mouvement de la paix aussi, et donc on ne voit plus ces genres de choses. Alors, donc, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par où? Oui, je vous trouve bien optimiste là, sur les gens qui vont pouvoir influer. Quand on regarde l'histoire de la loi du plomb, 2 millions de signatures validées. On voit que M. Duplon, le sénateur, remet une autre loi. On voit que la ministre de l'Agriculture dit que c'est des robots qu'on fait une partie des 2 millions. Elle a été même reprise par la présidente de l'Assemblée. On ne peut pas dire que c'est un peu le même bord. Donc je vous trouve bien optimiste pour dire les gens vont changer les choses. Quand on voit les mensonges colportés, même l'histoire de Barrault là, qui est revenu en arrière sur comment elle s'appelle Albanaise. Oui, Albanaise. J'ai pas l'impression qu'il a démissionné, mais il a colporté je ne suis pas très optimiste qu'on arrive à avoir une... Et ma deuxième question est au niveau de l'emploi de bombes nucléaires dans un régime strictement parlementaire. Qui décide? Un Premier ministre? Non, c'est le président. Enfin, comment? Il n'y a pas de président dans un régime parlementaire. Enfin, c'est le président qui fait... Dans un régime strictement parlementaire. Alors, je vais commencer par ça. C'est chef de gouvernement ou président. Logiquement, en Grande-Bretagne, c'est le Premier ministre qui décide de l'emploi après avoir eu l'aval du roi. Un vote? Non. Il y a un vote de l'Assemblée? Non, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Non, excuse-moi. Il a imaginé un régime parlementaire. Moi, je me branche sur la 6e République. Oui. Mais si on ne trace pas l'espoir, c'est fini. Dans le projet de la 6e République, c'est les parlementaires, les députés, il n'est même plus question des sénateurs, les députés réunis dans une séance extraordinaire, etc., je ne rentre pas dans les détails, votent et donnent mandat, soit au Premier ministre, soit au Président, pour dire vous appuyez sur le bouton. Donc ce n'est plus la décision. Ça se fait dans les 20 minutes. Hein. Alors, je n'irai pas sur la 6e République. Parce que, non pas parce que je ne connais pas assez, et bref. Mais sur le régime britannique,
Ouais. Ça se passe comme ça, et normalement, il a l'aval du roi. Normalement, le roi a déjà écrit une lettre qui prévoit que... Mais voilà, c'est cette C'est le réalité. Premier ministre. La notion d'optimiste. Alors, si je ne suis pas optimiste, j'arrête ce job. Ça, c'est une certitude, parce que c'est vrai que c'est un boulot qui, finalement, est très déprimant. Parce que si je veux voir le côté très négatif, très concrètement, lundi, il va annoncer des choses qui vont promouvoir l'arme nucléaire, donc ça va encore plus décrédibiliser les traités, ça va encore plus, finalement, aider Poutine à promouvoir l'arme nucléaire. Donc, je peux me dire que mon job ne sert strictement à rien et que je vais faire autre chose, parce que la vie est assez courte globalement. Que, effectivement, vous avez raison, on a 2 millions de personnes qui se sont mobilisées, qui ont signé une pétition, qui ont fait des choses, et on leur dit c'est rien du tout. Sauf qu'on ne sait pas ce que ça ne va pas provoquer dans les 6 mois ou dans les 1 an à venir. Exactement. C'est cette réalité-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on est Ça se met des toujours... graines. On est toujours sur un temps long. Et on ne sait pas l'apartheid. Ça a pris du temps, mais il y a eu une fin. Et la fin, elle n'est pas parce qu'à un moment donné, De Klerk a dit je change, c'est parce qu'il y a eu 20, 30, 40 ans de lutte. C'est toujours trop, c'est une certitude. Si aujourd'hui, finalement, même si on a quelques mésententes avec l'Allemagne, si aujourd'hui on n'a pas fait une 4e guerre, c'est parce que nos gouvernants, au lendemain de 1945, ont décidé de dire on va unir nos 2 pays de différentes manières. Politiquement, industriellement, culturellement, on va faire des parrainages de villes, on va faire en sorte que les jeunes se connaissent, on va apprendre l'allemand, ils vont apprendre le français. Ça a mis du temps pour faire en sorte que, moi, dans les années 80, enfant, j'entendais certaines expressions qu'aujourd'hui, mes étudiants ne connaissent absolument pas, parce que c'est des expressions qui dataient de la Seconde Guerre mondiale et des années qui suivent, et qu'aujourd'hui on considère les Allemands comme des Allemands, comme des amis, comme des... Voilà. Donc, il est évident qu'on est sur un temps long, hein, et c'est cet optimisme-là qu'il faut viser. En même temps, ce temps long peut provoquer des changements comme ça. Personne n'aurait imaginé dans la nuit de novembre 1989 que le mur de Berlin tombe. Personne. Hein, on a des témoignages qui disent tous que le président Mitterrand, personne ne l'imaginait. Et pourtant, c'est bien tombé comme ça. Enfin, pareil pour la Roumanie, les Ceausescu, en 24 heures, ils sont sortis de leur pouvoir et ils ont été assassinés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand même, ils ont été jugés, assassinés. C'est cette réalité, et c'est ça qui permet de tenir cet optimisme. Et en même temps, je vais vous dire que si nous ne faisons rien, certains vont arriver au clash. C'est cette réalité-là aussi qui est importante. Il est vrai que dans les années 70-80, il y avait des grandes campagnes de mobilisation, il y avait cette compréhension, il y avait cette peur de l'arme nucléaire, on était dans une période guerre froide, Est-Ouest, il y avait des grands mouvements, il y a eu, début des années 80, près d'1 million de personnes qui ont manifesté à Paris, par exemple, on était sur la crise des euromissiles, c'est quelque chose qui n'existe plus et qui, je pense, je peux me tromper, et j'espère d'une certaine manière, mais n'existera plus. N'existera plus, d'abord parce que les gens se mobilisent autrement. C'est important de l'entendre. La peur du nucléaire a diminué à partir de 1986 pour 2 raisons. Tchernobyl a fait naître la peur du nucléaire civil massivement. Et donc la peur du nucléaire militaire a été remplacée par la peur du nucléaire civil, qui s'est à la fois éteinte et a une résurgence en 2011 et qui s'est à la fois à nouveau éteinte. Et puis la 86, on rentre dans l'ère de la perestroïka avec Gorbatchev, on rentre dans la fin de la guerre froide finalement, qui va s'arrêter vraiment en 89 si on lui met une date. Et donc tout ça va faire qu'on va moins parler d'armes nucléaires. Il y aura, il est vrai, des actions de désarmement. Heureusement, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on a moins d'armes nucléaires. Donc voilà, tout ça explique que les gens sont moins mobilisés et qu'on n'a plus beaucoup parlé médiatiquement des armes nucléaires, même si pour moi, autant pour prendre 2 exemples, sous Obama que sous Trump, il y a une vraie menace nucléaire. Même sous Obama, qui apparaît être un président plus sympathique, on va dire, il était aussi à la tête de 5000 armes nucléaires et il pouvait aussi enclencher son arsenal nucléaire, par exemple. Aujourd'hui, ce que je peux mesurer, ce que je ne pouvais pas il y a 5 ans ou 10 ans, c'est que j'ai 103 villes et collectivités territoriales qui sont engagées sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ça, c'est mesurable. J'ai une 60aine de parlementaires qui sont engagés sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. J'ai, quand je fais faire des tribunes, en moyenne 80, donc un petit peu plus, 80 parlementaires qui se mobilisent.
Si je regarde ma campagne, aujourd'hui, on est passé de quelques adhérents en France, on est à 200-250 adhérents. On est à une 55 organisations, dont la Ligue des droits de l'homme ou le Mouvement de la paix. Au Greenpeace, par exemple, on a des mouvements ou des associations très locales qui agissent au niveau local, du côté de Dijon, par exemple, là où on fabrique les armes nucléaires, ou qui sont très présentes du côté de Brest et de la Bretagne, là où il y a les sous-marins. Donc ça, c'est mesurable et on voit qu'on a une progression. On voit bien qu'il y a des questionnements qui sont plus importants. Je vois bien que la presse, pas pour me faire plaisir, mais aussi parce que l'expertise, les travaux, les études que je mets en place, elles ont une réalité et elles sont appréciées, m'auditionnent et m'interviewent beaucoup plus. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est positif. Alors, c'est jamais assez, c'est une réalité. Et c'est mon côté un peu optimiste par rapport à un collègue qui travaille juste en face de moi, qui est une organisation membre de notre campagne, qui est une organisation pilier qui s'appelle l'Observatoire des désarmements, qui est lui plutôt très pessimiste. Donc à nous deux, on se balance, hein, je dirais. Mais on est dans ce mouvement de un peu plus de prise de conscience. À une époque, Amnesty faisait beaucoup de courriers pré-imprimés. Ça n'existe plus puisqu'on est passé en mail, et ça fonctionnait bien au niveau des... J'en ai beaucoup rempli, moi, il y a très longtemps, hein, des courriers pré-imprimés qu'on envoyait aux ministres concernés, au Premier ministre, au Président de la République, qui avait juste à signer. Et je pense que ça a bien fonctionné. Enfin, c'était il y a peut-être 30 ans. Oui, ans, c'était une des grandes actions, et c'était une marque de l'Amnesty International, effectivement. Alors l'avantage, alors je ne sais pas si ça marche pour le Premier ministre, mais pour le Président c'est une certitude, quand vous l'envoyez au Président, vous ne payez pas le timbre. Oui, c'est ça, directement. Ça marche, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, ça se fait sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'on propose des mails tout prêts. Oui. On l'a proposé, je ne le propose plus. Pourquoi? Je pense que les gens, s'ils veulent se mobiliser, ils sont assez intelligents pour écrire quelques lignes. Ce que l'on fait, c'est que je leur dis, voici les axes sur lesquels on aimerait que vous écriviez des choses. Parce que je peux comprendre que les personnes ne sont pas pleinement au courant ou ont besoin d'une sorte de guide. Mais je pense que ça a beaucoup plus de valeur si chacun prend un peu sa plume, son clavier en réalité. 2, si je fais un courrier ou un email déjà prêt, en fait, et ça j'ai plein de parlementaires qui me le disent, ça va dans ce qu'on appelle les spams. Et donc, voilà, ça ne sert strictement à rien, parce que tout le monde reçoit la même chose et se dit que j'en reçoive 500, 3000 ou 2, je n'y prends pas en considération. On avait fait, on pourrait le refaire, des cartes postales avec des dessins de presse dessus. On a fait des petites bandes dessinées pour initier l'information qui sont à envoyer. Ce qu'on a proposé, je vous incite à venir, à me laisser votre adresse email ou à aller sur le site internet pour dire que vous voulez laisser votre adresse email pour recevoir notre lettre d'information. Ce que j'ai incité en février dernier, c'est non pas d'écrire au président, mais d'écrire à la presse locale ou nationale, radio, écrite, télé, en leur disant parlez de ces sujets, parlez de ces questions-là. Parce que la presse, elle n'est pas insensible à ces questions à partir du moment où on lui demande, on lui écrit. Encore une fois, si 100, et c'est pas grand-chose, 100 personnes demain envoient un message à... Vous savez, sur France 5, on a des émissions qui s'appellent « C'est quelque chose ». Pour ceux qui regardent la télé, c'est à vous, c'est ce soir, c'est des émissions de débat à 28 minutes, peut-être que les gens connaissent plus sur Arte, une émission de débat sur LCI. Si vous avez 100 personnes qui leur écrivent en disant « mais je ne comprends pas pourquoi vous interviewez toujours des personnes en faveur de la bombe et pas d'autres personnes, des experts reconnus et autres », ça va avoir une influence. Donc voilà ce qu'on propose en termes d'action. On arrive au bout. Oui. Apparemment, oui. Ça me fait sortir de mon rêve parce que j'étais en train de rêver. Oui, il faut aller voir les députés qui sont plutôt penchants pour le nucléaire. Mais moi je rêve qu'ici, là, dans notre région, mais partout en France, il y a des députés progressistes, mais qui ne vont pas tout à fait jusqu'au bout de leur chemin. Et je leur dirais bien, en commun, nous devons changer la société, et je ne mets pas d'autres mots. Parce que je considère que si globalement on ne touche pas au changement, on garde le nucléaire, on garde le massacre de l'écologie, etc. Donc je crois que, à mes yeux, le combat, il est
certes, il a des spécificités, vous nous avez donné une montagne d'arguments ce soir, merci infiniment, mais notre combat est global quand même. Bien sûr que le combat est global. C'est une certitude. Et l'arme nucléaire, allez, pour faire un jeu de mots avec les connaisseurs des mots, c'est la pointe de diamant, c'est-à-dire c'est le dessus, ou c'est la clé de voûte du reste. Penser l'arme nucléaire et changer l'arme nucléaire, c'est changer de modèle de société, c'est travailler sur l'écologie, c'est travailler autrement sur l'économie, c'est remettre en cause probablement une partie du capitalisme, c'est évoluer autrement, c'est penser ensemble, c'est penser humain et c'est pas penser aux frontières de l'État. On le remercie chaleureusement. Merci aussi à vous. Merci à La Montagne, qui a fait un excellent papier hier. Merci à RMD d'avoir présenté, c'est une petite radio locale, notre système. Tout à l'heure, vous penserez, vous ne voulez pas, s'il vous plaît, vous penserez à ranger vos chaises. Il doit y avoir une liberté ou deux pour faire un petit lunch à la fin, s'il y en a qui changeaient d'avis et qui voulaient rester. Mais avant, je voudrais qu'on ait un bref débat. Nous nous sommes réunis, les animateurs de l'atelier, et nous avons considéré la situation telle qu'elle est, pour une part, ces préoccupations profondes qui ont été exprimées ce soir, mais aussi devant l'évolution de l'extrême droite néofasciste en France, notamment après le tragique événement de Lyon. Et nous étions, je ne sais pas si je viole des points de vue, mais un peu effarés, inquiets, préoccupés, mais aussi décidés à retrousser les manches et à y aller. Le 26 mars, nous avions notre troisième rencontre de ce trimestre sur la guerre avec Patrick Muyari, pour ceux qui le connaissent, qui vient d'écrire un livre à ce sujet dont je vous recommande, qui est passionnant, mais aussi terrifiant, bien évidemment. Nous enlèverions cette rencontre et on la remplacerait par cette situation dans laquelle on est à partir de deux données. Mais peut-être y en a-t-il d'autres, la situation étant en ce moment en perpétuelle évolution. Des médias comme j'ai écrit ça là parce que je m'en rappelle jamais, les INROC. Les Inrocks. Exactement. Voilà. Je voudrais bien vous y voir, vous. Vous aviez été à l'université de Saint-Sornin où on sortait sans diplôme à 14 ans. D'accord. Alors, reprenez-moi. Radio Nova, Blast, Street, l'Humanité. Presse. Presse. Blast, Radio Nova et l'Humanité. Un document qui devait sortir lundi, mais il n'est encore pas paru dans les kiosques. Si, Jérémy l'avait tout à l'heure. Ah bon, d'accord. En commun Il est parti depuis un moment. contre l'extrême droite. En même temps, quasi en même temps, 180 personnalités dans un panel assez large écrivent un texte dont voici l'intitulé « Front commun contre l'extrême droite ». Face à l'extrême droite, réaffirmons notre antifascisme, le devoir du moment. Un titre qui vous tape là où il faut. On cherche, parce qu'on ne perd pas de temps, c'est le 26 mars, mais vous nous démentiriez ce soir, on dirait, on change notre fusil d'épaule. On est en train de chercher un ou des intervenants de chacune de ces deux prises de position, et on le ferait le 26 mars à la place de la rencontre dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, d'accord. Il faut coller à l'actualité. Moi, je pense que c'est ça, c'est pas grave ce qui se passe. Surtout que face à Pour réveiller cette une confiance. actualité-là. Ça vous convient? Alors, c'est court, hein? Et en parler tous les deux. Du petit cercle parisien qui a encore ses réalités. Pour faire bouger à moins d'un mois, c'est pas facile. Hein. On essuie des refus, non pas des refus sur le fond, bien sûr que non. Je parle des 180 pour l'instant, mais si j'ai pas le temps, je suis pris, etc., etc. Mais on est têtu, on va y arriver. Les journalistes de l'UMA
ont répondu favorablement, ils essaient et ils contactent les autres signataires. Bien que ce soit, je ne vous le cache pas, ça m'a refroidi qu'il y ait si peu de monde, on a retenu la ferme des Îlets, parce qu'on se dit, bon Dieu, ça va bouger. On verra bien si on le regrette. Ça vous va sur l'ensemble alors? Oui, oui. On y Oui, va? c'est court en même temps, il va se passer beaucoup de choses d'ici là, donc c'est assez difficile de... Et même des fois j'ai l'impression qu'on tarde trop. Mais c'est vrai, hein, tellement... Voilà, alors, petit pense-bête, bon, oui, rangez vos chaises, etc. Magnifique revue, 20 mensonges sur les armes nucléaires, que vous nous avez gentiment apportés, pour la modique somme de 10 € qui est à votre disposition, et André captera tous les billets de 10 € ou plus que vous donnerez. Et un petit dépliant qu'on peut emporter, diffuser autour de soi, dossier de présentation de l'ICANN, c'est ça? Merci infiniment, Jean-Marie Collin. Bon retour demain matin, et au 26 mars, encore une fois, une fadaise que j'ai déjà dit, mais je leur dis, imaginez que chacun d'entre nous emmène 5 personnes le 26 mars. Allez.